Love it when it's like this. Salut à tous, c'est Manon Bril et avec Bart, on est parti en Polynésie française. Donc la Polynésie française, c'est une collectivité d'outre-mer qui comprend 5 archipels et 118 îles. Et si vous êtes comme moi, une métropolitaine, donc une popa comme on dit ici, bah c'est fort possible que vous connaissiez très mal la culture polynésienne. C'est vrai que nous, on nous apprend pas du tout ça. Donc je me suis dit que c'était l'occasion de vous en parler plus en détail dans cette vidéo. Parce qu'évidemment, il y a aussi une très grosse histoire coloniale, mais j'ai fait le choix de pas vous parler de ça, non pas qu'on veut la passer sous silence, hein, pas du tout, mais c'est juste qu'il y a déjà beaucoup à faire en racontant les légendes polynésiennes. Donc on va se concentrer là-dessus pour cette vidéo et j'espère que vous allez découvrir plein de trucs. Et comme toujours, on va prêter attention aux petits détails discrets et sortir un peu des circuits touristiques classiques. Donc on commence dans l'île la plus connue, Tahiti, mais on ira ensuite plus tard dans le voyage sur l'île de Wahine qui est beaucoup plus préservée et assez sauvage, loin des circuits de lune de miel et autres touristiqueries. You love it when it's like this. Alors ici on est sur le site des 3 cascades de la vallée de Whaarumai. Donc il y en a 2 qui sont derrière moi. Et c'est possible qu'on soit un peu baigné avant de tourner. Bon ici pour y arriver il faut passer par un chemin un peu aventureux et tout qui est censé être fermé, mais nous on est des fifous. L'autre par contre en bas, l'autre cascade, elle est accessible par une belle piste bien aménagée pour les touristes. Et donc il y a aussi une légende qui est associée aux cascades et qui raconte leur histoire, l'histoire de leur création. C'est l'histoire de la princesse Whawai qui était hyper belle et son père voulait pas qu'elle parle aux garçons de son âge. Elle avait 17 ans. Du coup elle était assez triste mais elle aimait bien balader dans la nature, etc. Voilà. Un jour qu'elle se promenait accompagnée de ses 2 gardes qui la lâchaient jamais, elle a rencontré Ivy, ça veut dire maigre, qui est en fait un petit génie de la forêt et elle a réussi à s'éclipser un peu en prétextant aux gardes qu'elle voulait un petit moment de méditation, de recueillement derrière un buisson avec le génie. Et puis là, ensemble ils ont décidé de s'échapper tous les 2, donc ils sont partis et les 2 gardes au bout d'un moment se sont rendus compte que la princesse revenait pas et que c'était bizarre, donc ils sont partis à sa recherche. Whawai a expliqué à Ivy qu'elle en pouvait plus de cette situation. Elle lui a dit s'il te plaît reste avec moi pour toujours, on sera heureux tous les 2, je supporte plus, cache-moi, etc. Et là, Ivy lui a révélé sa vraie nature, il lui a dit je suis un génie de la forêt et il s'est transformé en beau jeune homme. Et donc il lui dit ok, je resterai avec toi. Et à ce moment-là, on entend un énorme grondement, il y a de l'eau qui jaillit des rochers et tous les 2 sont ensevelis par des cascades. Et maintenant, ils vivent côte à côte, heureux derrière les cascades, l'un proche de l'autre. Et les gardes de leur côté, qui n'ont pas trouvé la princesse, sur le chemin du retour, ont aussi été recouverts par une cascade. C'est l'autre cascade qui est un peu plus bas. Voilà donc la petite légende de la création de ces cascades. Petit détail, je sais pas si c'est un petit détail parce que c'est assez fat, c'est vraiment impressionnant, c'est hyper escarpé mais c'est magnifique. Et par contre, il faut s'enfoncer un peu dans la forêt pour le voir et ça vaut vraiment le coup parce que c'est trop beau. Rien que la végétation, c'est incroyable, donc je vous le conseille.
sommes maintenant à Papeete, le chef-lieu de Tahiti, et je suis juste devant un tiki. Alors, qu'est-ce que c'est un tiki, me direz-vous? Quand vous êtes des bons popas comme moi, vous ne savez pas ce que c'est qu'un tiki? Le tiki, c'est une statue ou un pendentif humanoïde que l'on trouve dans l'Océanie et qui représente l'ancêtre mi-humain, mi-dieu qui fut le premier homme. Ce mot veut d'ailleurs dire homme, dieu ou homme-dieu. Les tikis font office d'amulettes, ils peuvent être portés en pendentif ou placés en statue devant un bâtiment pour le protéger. Les villes et les villages en sont donc jalonnés et c'est le genre de détail que j'aime bien relever. En voici donc un exemple à 2 têtes à Tahiti. Il protège l'arbre qu'il soutient, un raisin de mer, oui c'est le nom de l'arbre. Ce sont les élèves du centre des métiers d'art de Papeete qui l'ont réalisé. Et ils ont pris pour modèle un tiki bicéphale qui se trouve au British Museum de Londres. Ce dernier est en bois et a été récupéré en 1822 par un capitaine de marine anglais dans la baie de Matavai. Sa représentation est peu commune et on ne possède que très peu d'informations sur son utilisation. Il daterait du début du 19e siècle et serait unique en son genre. Il peut aussi bien représenter un homme, un esprit ou un ancêtre ou encore avoir été utilisé en sorcellerie. Son ventre arrondi est peut-être dû à une ancienne croyance tahitienne qui considérait cette partie du corps comme le centre des émotions et la maison de l'âme. Juste à côté du tiki et toujours dans le même square, on peut voir une autre sculpture qui a été installée là en 2016 et qui, elle, date de 2009. Elle a été faite par Jonathan Mancarelli et elle représente un autre mythe de la culture polynésienne. Encore un petit détail dans la ville qui est pourtant chargé d'histoire. Il s'agit de la légende Umu Paura, le parc à poissons rouges. Autrefois dans le district d'Aruwe, alors appelé Papaoa, la famine faisait rage. Alors un prêtre se rendit sur le marae de Paoa Teumu Paura, qui est toujours visible aujourd'hui en bord de mer. Alors dans la Polynésie française, les maraes, il faut savoir que ce sont des lieux sacrés qui sont des étendues dégagées où on s'adonnait à des rituels, des cérémonies politiques ou sociales. Et c'est généralement donc une surface rectangulaire pavée de pierres, de corail ou même nue et qui est bordée de pierres plus hautes ou de bois. Donc dans la légende, le prêtre vient au marae et il grimpe justement sur une pierre magique, debout face à la mer, il lève les bras et il récite des prières sans interruption ni repos pendant 3 jours en invoquant Teatua Terainui, le dieu du ciel, et Ruaatu, le dieu de l'océan. Au bout de 3 jours, une première pierre serait émergée de l'eau en direction du nord, puis 3 pierres seraient sorties du sable indiquant le sud, l'est et l'ouest. Et c'est alors que le prêtre prononce la dernière incantation qui active les pièges à poissons. Des pierres jaillissent la force magnétique, ce qu'on appelle le mana, le pouvoir ancestral, qui attire de nombreux poissons vers la plage. On raconte même qu'il y a des dauphins qui viennent prêter main forte aux hommes en poussant les poissons vers les pièges. Et donc les hommes peuvent alors se faire une pêche miraculeuse et c'est ainsi que la technique de pêche du Umu Paura est née. Et donc on voit sur la sculpture les fameux dauphins. Dans toute l'île de Tahiti, vous pouvez voir de magnifiques fresques parce que la Polynésie possède son propre festival de graffiti. Voici un exemple derrière moi qui se trouve dans la rue du Docteur Cassio. Cette fresque est intitulée Ereia, elle a été peinte par l'artiste irlandais Findak et c'était justement pendant la 4e édition du festival en octobre 2017. Donc on y voit la fameuse vainée tahitienne avec une robe moderne mais un tissu à fleurs traditionnel. Elle porte dans les mains des oiseaux de Tahiti. Findak a peint plein de fresques de femmes à travers le monde pour leur faire incarner une culture à chaque fois. Elles ont toujours des costumes aux couleurs vives et ce fameux bandeau bleu sur les yeux. Et on peut en voir à Los Angeles, Bruxelles, Düsseldorf, Madrid, Londres, etc. Et donc ici, à Papeete.
toute la Polynésie, on peut trouver de formidables lieux de plongée. Nous avons eu la très grande chance d'aller en pratiquer dans un site tout particulier qui s'appelle l'Aquarium et qui regroupe 3 épaves. Bon, en club de plongée, on nous a dit que ces épaves avaient sûrement été amenées là pour les plongeurs et on ne sait pas d'où elles viennent exactement. Et il s'agissait d'un baptême, donc c'était plutôt peu profond, mais sachez que dans l'archipel, vous pourrez en retrouver pour tous les goûts, avec de nombreuses épaves de bateaux, d'avions ou encore des sculptures immergées. Si ça vous intéresse, je vous mets des infos en description. En tout cas, la plongée, c'est plus que jamais le lieu pour scruter les petits détails dans les récifs, regarder les poissons de toutes les couleurs et des traces humaines coulées au fond de l'eau. Autant vous dire que nous, on était plus qu'heureux. Je suis avec Elliot dans un salon de tatouage. Alors ici on est chez Patou, c'est un artiste reconnu de Tahiti, il a son shop depuis maintenant 2 ans et j'ai la chance de travailler avec lui. Ça fait longtemps que tu bosses ici? 1 an et demi. Et du coup ça fait plus longtemps que t'es tatoueur ou tu viens de commencer? Un petit peu ouais, voilà, mais je suis jeune dans le métier quand même. Ouais. Moi je viens de Bretagne et c'est Patou qui m'a formé au tatouage local. C'est un héritage ces motifs là. Il faut savoir qu'on en a perdu beaucoup de ce qui existait, chaque île du Pacifique avait son style. Maintenant, nous, on travaille essentiellement avec les motifs marquisiens. C'est de ces motifs-là qu'on se sert parce qu'on a réussi à garder des traces de leur sens et aussi des emplacements sur le corps. Mais par exemple, là, on est dans les îles de la Société, il y a aussi des motifs, mais on n'a plus les significations. Ok. Et du coup, un motif, il a un emplacement précis sur le corps ou ça peut être fait à différents endroits? Alors, certains, dans la tradition, je pourrais vous montrer, les hippos, par exemple, c'est des motifs qu'on vient placer à l'intérieur des bras. Maintenant, nous, on se permet aussi de sortir de ça dans des compositions plus modernes, adapter les motifs, mais voilà, tout en sachant d'où ils viennent, comment on les place. Après, tous les motifs n'ont pas un emplacement sur le corps. Voilà, en général, les gens arrivent avec une idée, un emplacement sur le corps, une taille, et ensuite, nous, on compose avec ce que eux veulent que leur tatouage dise. Voilà. Est-ce que tu as quelques exemples de types de motifs et de leur signification qui vont avec à nous présenter? Alors là, on va parler par exemple des hippos qu'on place normalement à l'intérieur du bras. Il faut s'arrêter au-dessus du coude, commencer au niveau de l'aisselle. C'est mine de rien, les anciens savaient précisément découper le corps. Et c'est un motif qui va parler de tout ce qui est origine en fait. C'est notamment le sexe de la femme avec la capacité de créer, donner la vie. Voilà, ça parle aussi de l'univers, des différentes strates du monde polynésien dans la mythologie. En fait, c'est pas un seul sens, c'est des motifs qui sont lourds de sens parce qu'il y a derrière tout ce qui est le mana en fait. Ouais, le pouvoir ancestral, tout ça. Ouais. Et c'est vraiment présent sur des motifs comme celui-ci ou le Mataroata que je peux vous présenter. Vas-y. Mataroata, pour moi, c'est un des motifs qui résume le mieux le tatouage marquisien parce que dedans on retrouve la manière de composer, découper les formes. On retrouve toutes les symboliques. Les yeux, par exemple, c'est pour la protection, c'est les yeux de Tiki. Ça, c'est un poka, c'est comme le hippo en plus petit, c'est le souffle de la vie, le pouvoir de procréer, etc. Ça, c'est les oreilles, c'est pour l'écoute alors. Voilà, c'est pareil, c'est un des motifs les plus puissants qu'on retrouve à plein d'endroits sur le corps. Ok. Et ça représente quoi la boussole? La boussole, du coup, c'est voilà, le guide, l'orientation, le pouvoir de se repérer, puisque les Polynésiens naviguaient beaucoup et du coup, ils se repéraient grâce aux étoiles pendant la nuit. Donc ça représente aussi ça. Pas du tout fini, c'est un chantier, voilà. Il n'y a pas encore les motifs, il y a uniquement les plaques de noir et dans les encarts blancs vont venir les motifs, ça continue par en dessous les côtes. Ça, c'est les placements traditionnels pour les motifs. Là, vous voyez, dans les gros encarts là, c'est des gros Mataroata qui viennent. Là, pareil ici.
Ça, c'est un russe qui m'avait fait ça en métropole, voilà, avec un tiki, la protection. C'est très difficile de trouver quelqu'un pour t'apprendre et il faut faire comme tu peux, quoi. Voilà. Super. Moi, je suis pas encore très full, hein, mais ça va. Oui, mais petit à petit. Petit à petit. Nous sommes ici au musée de Tahiti et des îles qui met en valeur le patrimoine polynésien. Bon, actuellement il est en rénovation, mais vous pouvez voir une exposition temporaire et surtout vous pouvez venir profiter du lieu qui est juste magnifique de l'extérieur, là c'est hyper joli. Et on va justement vous montrer un truc qui se trouve dans le patio à l'intérieur du musée. Il s'agit de cette énorme pierre. C'est un rocher qui a été découvert en 1925 sur la rive ouest de la rivière Tipaerui, à Papeete, et il contient un pétroglyphe, c'est-à-dire un dessin gravé. Donc encore un détail à scruter et à remarquer. Ce dessin, il est sujet à plein d'interprétations et on trouve plusieurs versions de l'histoire qui peut-être a donné naissance au rocher, et c'est bien indiqué dans le musée. Tout est plutôt hypothétique, mais je vais vous raconter la version qui est décrite ici. Donc autrefois en Polynésie, les différentes chefferies s'affrontaient pour gagner du territoire, pour se faire la guerre, par vengeance, etc. Et Tetaeuri faisait partie d'une chefferie qui allait entrer en guerre. Or, sa femme est tombée enceinte à ce moment-là. Donc il était inquiet, donc il a pas envie de la laisser seule, mais elle lui dit qu'il faut qu'il aille au combat, sinon ça va être le déshonneur, et de toute façon si l'autre chefferie est gagnante, eh bien ils vont venir massacrer aussi le village, donc de toute façon il mourra. Du coup Tetaeuri emmène sa femme dans la vallée Tipaerui, où il construit une maison de fortune pour la cacher, et puis donc il s'en va à la guerre avec ses semblables, et quelques jours après, la femme accouche de 2 jumeaux, mais malheureusement ça s'est très mal passé, elle était seule, elle n'avait personne pour l'aider à accoucher, donc elle est décédée, et les 2 enfants aussi. Pendant ce temps, Tetaeuri se rend compte que sa chefferie va perdre la guerre, donc il s'esquive, il quitte le champ de bataille pour essayer de vite retrouver sa femme, mais lorsqu'il arrive, il découvre les cadavres de toute sa famille. Il est submergé de douleur et de chagrin, et il enterre toute sa famille sous une immense pierre plate. Donc selon la légende, ce serait cette pierre, on y a gravé les 2 enfants. Il y a aussi des versions de la légende qui disent que si on touche la pierre, les rainures se remplissent de lait pour protéger les enfants, les nourrir. Donc ce pétroglyphe est devenu le symbole de la vallée de Tipaerui et il est utilisé comme logo par la Maison de la Culture de Tahiti. Donc voilà, on a fait le plein à Tahiti de légendes locales, etc. J'espère que vous avez aimé et que vous avez apprécié la beauté de l'île. Et maintenant pour nous, la prochaine étape, c'est l'île de Wainé. Voici maintenant sur la magnifique île de Wainé qui est beaucoup plus sauvage et moins touristique que Tahiti. C'est super agréable pour venir se détendre, se relaxer. C'est tout calme, tout tranquille et c'est beaucoup plus préservé, moins urbanisé. Donc vraiment, si vous voulez venir pour de la tranquillité et de la nature, vous êtes au bon endroit ici. Là on est sur le ponton au centre-ville de Fare et donc ce qui est super chouette et comme vous avez pu le voir déjà tout au long de la vidéo, c'est que ici l'homme et la nature sont toujours hyper entremêlés dans les légendes et les Polynésiens expliquent beaucoup les formes du paysage à partir de légendes. Et donc notamment ici, on a les reliefs des montagnes derrière moi qui forment la silhouette d'une femme enceinte, c'est ce qu'on dit, c'est ce qu'on raconte ici. On voit son visage avec ses yeux, son nez, plus loin son mamelon avec vraiment le
le petit téton, le ventre arrondi avec le nombril et plus haut le genou. Je vous ai déjà expliqué lors de l'histoire de la pêche miraculeuse à Tahiti ce que sont les marae. Et bien ici nous sommes donc toujours à Wainé sur un autre site archéologique avec un marae. Et donc celui-ci c'est le Marae Whare Roi, ce qui se traduit par maison du lit. Ce marae a été répertorié par l'archéologue Emori comme un marae tupuna, c'est-à-dire familial donc de la chefferie Whare Tou de Wainé. Et il a été restauré par le service du patrimoine de la culture dans les années 2000. Donc c'est hyper peinard, sympa pour venir pique-niquer, il y a le lac, c'est très joli. Nous sommes sur la route qui traverse Wainé devant une pierre avec des empreintes. Donc là encore un petit détail qu'il faut remarquer, auquel il faut prêter attention. C'est une pierre Manamana qui détient donc un pouvoir et elle s'appelle Avae Uri. Elle porte la marque d'immenses pattes de chien. Donc comme d'hab en Polynésie, il y a des légendes pour expliquer la forme des reliefs, etc. Je vais vous raconter cette histoire. Ce chien s'appelle Pihi Oro. Il venait ici chercher des perles qu'une femme aurait volées et cachées. Ça faisait longtemps qu'il était à sa poursuite et il s'arrêta ici pour se reposer et il laissa cette empreinte. Une deuxième version raconte l'histoire de la princesse appelée Ina. Elle tomba amoureuse d'un pêcheur et se fiança avec lui et son fiancé lui offrit un magnifique collier de perles avec des perles d'une taille immense comme on n'avait jamais vu encore dans toute la Polynésie. C'était des perles noires, étincelantes et Ina jura de ne jamais s'en séparer. Mais elle ne voulait porter son collier qu'à partir du moment où l'union était proclamée, où ils seraient mariés. Donc en attendant, elle fit garder le collier par des gardes jour et nuit. Un jour, Ina, la princesse, reine, refusa la requête du roi des voleurs, Iro, parce qu'elle lui semblait injustifiée. Iro, qui avait aussi convoité Ina, décida de se venger. Il vola donc le collier de Ina et s'enfuit sur l'île de Wainé. Ina, désespérée, lança à sa poursuite son chien, un animal extrêmement puissant et au flair incroyable. Et l'animal montra directement la direction de l'île de Wainé où Iro se croyait en sécurité. Iro avait caché le bijou sous une immense pierre, celle-ci, et le chien le rattrapa et imprégna sa patte sur le rocher pour montrer à sa maîtresse l'emplacement du collier. Et celle-ci put donc récupérer son bien et épouser son fiancé. Et donc la pierre porte le nom de Avae Uri, ce qui veut dire empreinte du chien. On raconte que ce lieu était autrefois sacré et qu'il restait toujours intact sans que les feuilles ni les herbes ne l'envahissent. Mais par contre maintenant, le mana du lieu, donc le pouvoir, s'est évaporé et comme on peut le voir, la végétation l'envahit.
notre vidéo en Polynésie, merci beaucoup de l'avoir regardée. Donc j'espère que vous avez aimé découvrir les paysages magnifiques et aussi quelques éléments de la culture et de la mythologie polynésienne. Alors comme d'hab avec la mythologie, il y a plein de versions différentes, plein de variantes, surtout que c'est une langue qui a été fixée à l'écrit très tardivement. Je vous ai donné qu'un micro aperçu de quelques histoires, mais ça donne un peu l'ambiance et le style des croyances qui pouvaient circuler ici. Nous on a fait que 2 îles de la Polynésie, mais bien sûr il en reste plein d'autres à découvrir. Donc évidemment c'est vraiment une destination de rêve, tout est magnifique. On peut se baigner, voir plein de choses dans l'eau. Faites attention aux poissons-pierres parce que j'en ai fait les frais quand même. Gros pieds gonflés. N'hésitez pas à partager la vidéo si elle vous a plu, à nous laisser un petit pouce, etc. Vous connaissez la chanson. Et vous pouvez retrouver sur Instagram les stories du voyage. Elles sont en story à la une sur mon compte. Des trucs en plus qui sont pas forcément dans la vidéo. Et mon petit passage au dispensaire après ce petit câlin avec un poisson-pierre. Allez, je vous fais des bisous et à très vite. Cadreur. Un plan tableau. C'est pas comme un plan fixe, c'est un plan tableau. Hein. C'est pas la même chose. Hein. C'est un peu la même chose, mais psychologiquement, c'est pas la même chose. Oh, le beau panneau, il bouge un peu. Ça va refaire. On va refaire tout doucement. Changement de point, on appelle ça changement de point. On appelle ça une bascule. Une bascule. On refait. Donc le point il est devant sur les pierres. Et ensuite tu vas être au fond. On appelle ça une bascule de points. Bascule. Bascule de points. Waouh, putain ça bouge. Alors il faut savoir que contrairement à la plupart des boîtiers d'aujourd'hui et des optiques, il n'y a aucune stabilisation dans ce plan. L'optique n'est pas stabilisée, le boîtier n'est pas stabilisé ni mécaniquement ni électroniquement. Contrairement à la 7S, au GH5 et contrairement à la plupart des optiques Canon. Donc oui ça bouge et c'est la vie, c'est comme ça. Voilà. Si ça ne bougeait pas, il n'y aurait pas de vie. Et ouais, fallait pas me chercher.